Humoriste et comédien, il arpente le milieu du stand-up depuis plus de 10 ans et se produit sur les plus belles scènes françaises et internationales. Tout commence avec l'ambition de devenir acteur, mais après une formation au cours Florent, il change de cap et décide de se lancer dans le one-man show. Dès ses premiers pas sur scène, il se fait repérer par l'équipe du festival Juste pour rire et intègre l'écurie en tant que jeune talent. C'est en 2011 qu'il se fait connaître du grand public en participant à l'émission On ne demande qu'à en rire animée par Laurent Ruquier et devient l'un des visages phares du programme. Un passage télé très remarqué qui donne un nouvel élan à sa carrière et lui ouvre les portes du petit écran. Pour lui, il existe 2 catégories d'artistes, ceux qui divertissent et ceux qui éduquent. Il a fait le choix d'incarner les 2. Dans son nouveau spectacle intitulé « Ensemble », il s'intéresse aux relations humaines, aux questions de société et prône plus que jamais la solidarité. Flow, impertinence et punchline, cet artiste de haut niveau qui boxe avec les mots a réussi à se faire une place de choix tout en portant des valeurs fortes. Donald Jacksman, bonjour. Bonjour, c'est très beau, bravo. Merci. C'est très, Merci très d'avoir beau. accepté mon invitation. Je croyais que tu parlais avec quelqu'un d'autre au début. C'est vrai? C'est tellement beau. Vous n'êtes pas reconnu? Non, pas au début. J'ai dit, tiens, peut-être qu'il n'est pas venu celui-là. Ça commence bien. C'est très beau, merci, c'était un beau portrait. Mais écoutez, c'est tout à fait mérité. Alors, Donnel, je commence tous mes entretiens avec la même question. Okay. Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui? L'humour, pour moi, souvent j'aime dire que humoriste, c'est une suite d'échecs. Humoriste, c'est dans la banlieue, il y a un triptyque. Il y a foot, rap, comédien. C'est le triptyque de la banlieue qu'on aime bien tester. Donc moi, j'ai remplacé le foot par basket. J'étais très très fan de basket. Moi, vraiment, mes envies, ma passion première, c'était le basket. Je jouais tout le temps. J'étais tout le temps sur le playground avec mes potes. C'était l'époque Michael Jordan. J'étais fanat de basket et je me débrouillais pas trop mal, vraiment. J'ai joué sur l'équipe d'Île-de-France. J'étais vraiment bon. Après, j'ai pas grandi. Donc, je savais pas que je resterais bloqué dans mon mètre 75. Donc, j'ai pas grandi. Oui. Ouais, c'est pas suffisant, et ça m'a frustré parce que mes potes avec qui je jouais du jour au lendemain, d'un été à un autre, faisaient 1,90, faisaient 2 mètres. Donc, ça m'a vraiment frustré. Et puis, j'avais pas le talent nécessaire ni le mental nécessaire pour continuer avec ma petite taille. Donc, ça m'a frustré. J'ai jeté mes ballons de basket et j'étais énervé. Et après, je suis rentré dans le rap. J'ai rappé un petit peu. Et puis, Dieu merci pour tout le monde, j'ai arrêté le rap. Parce que vraiment, je pensais être bon à l'époque. C'est fou la musique. Hein. À l'instant T où je le faisais, je pensais être vraiment un très, très, très bon rappeur. Et quand j'ai réécouté, je me suis dit comme quoi ça a du bon, la confiance en soi, quand on croit en des choses. Mais je n'étais pas un bon rappeur. Et donc, j'ai arrêté le rap. Et une rencontre fortuite à la fac avec une prof de théâtre a fait que je me suis retrouvé dans l'humour. Donc c'était vraiment une succession d'échecs et de hasards qui m'ont amené à trouver ce que j'aime. J'aime ce proverbe, je ne sais pas, il est d'où ou de qui dit on rencontre parfois son destin sur les chemins qu'on prend pour l'éviter. Donc j'aime beaucoup cette citation et c'est un peu ma vie. J'ai fait tout pour finalement finir dans ce pourquoi je suis fait. Mais alors, basket, rap, humoriste, vous êtes en train de me dire que en fait, ce que vous faites aujourd'hui, c'était votre 3e choix. C'est la bouée de secours. Ouais, il y avait même la street aussi. Il y avait trop de choses. C'était pas ma bouée de secours parce que je n'avais jamais coché cette case-là. Moi, il y a des collègues humoristes qui, dès l'enfance ou très tôt, ont des amours, ont des coups de cœur pour ce métier et qui savent dès l'enfance, j'aimerais être ce mec. Ah, lui, il fait rire. C'est possible de faire rire, j'aimerais être ce mec-là. Moi, non, vraiment, j'ai passé toute mon enfance, j'aimais la comédie, j'aimais les humoristes, il y avait des sketchs qui me parlaient. J'étais en banlieue, donc il y a aussi plein de sketchs que je ne comprenais pas, je n'avais pas les codes. Les sketchs de Pierre Palmade, de Muriel Robin, je les regardais de loin, ça ne me parlait pas trop. Moi, quand j'ai commencé ce métier, à la télé, il n'y avait pas beaucoup de noirs. J'avais pas de référence. Et petit à petit, des gens ont ouvert des portes. Je me rappelle toute ma vie quand je découvre le Jamel Comedy Club. Pour certains, c'est rien. Pour certains, c'est juste une bande d'humoristes. Pour d'autres, c'est juste des rebeux, des renois de banlieue qui braillent. Mais quand moi, je vois cette saison-là, je vois Thomas Njijol. Je me dis, mais c'est qui ce mec?
il est brillant. Je vois Fabrice Eboué, je vois un fou furieux qui s'appelle Patson. Patson, je n'avais jamais vu ça. Je le vois, il fait des blagues, yes papa, cadeau, il dit des mots, je ne comprends pas les 3/4 de ce qu'il raconte, mais j'ai une émotion en moi, et je me dis, mais voilà, et que ça s'appelle ouvrir une porte. Jamel, en faisant ça, ouvre une porte. C'est-à-dire qu'il met une graine dans ma tête, et dans la tête de tous les jeunes, c'est possible, allez-y, c'est possible, tu as le droit de rêver à ça. Quand je vois Omar Sy, ce qui se passe, vous me parlez d'Amérique, ouais. Quand je vois Omar Sy, ouais, c'est un bon exemple. Qui va là-bas, qui au début fait office de figurant, il est là 2 secondes, 3 secondes, et plus ça va, plus il grandit. Aujourd'hui, il fait Lupin, il fait machin. Et ben ça, c'est des graines qu'il met dans ma tête, mais dans la tête de la jeunesse. Aujourd'hui, un jeune qui se lève, qui fait du théâtre, sa finalité, c'est plus Jules Lescaut, c'est plus Mousse Diouf, c'est fini ça. Il se dit, moi, je fais du théâtre parce que je vais finir dans X-Men. Et c'est déjà des portes qu'on ouvre. Les ambitions sont parce que les vraies chaînes sont dans la tête. Ouais, c'est vrai. Les vraies chaînes, l'esclavage, on dit c'est fini, mais les chaînes sont dans la tête. Et il faut briser ces chaînes-là. Est-ce que pour vous, le futur est enthousiasmant ? À moyen terme, non. Mais à long terme, ouais, je pense. C'est-à-dire ? À moyen terme, non. On est dans un monde là qui est beaucoup, beaucoup trop violent, beaucoup trop divisé. Beaucoup trop. Je trouve que on est dans l'ère des clashs, on est dans l'ère du coupable idéal, on est dans l'ère de la différence, c'est mal. De la cancel culture, de tout ça. Il y a une seule vérité, il y a un seul point de vue, on est dans l'ère où c'est tout blanc ou tout noir. Et ça, je pense qu'on va rester dedans un petit peu encore quelques années, mais après, ça va se décanter, je pense. Je pense qu'à un moment, les gens vont se rendre compte que il y a des problèmes plus grands. Moi, je pense, à la fois, c'est une théorie que j'ai, mais je pense qu'il faudrait qu'on ait un ennemi commun. À chaque fois qu'on a un ennemi commun, il y a une petite accalmie. C'est pas Poutine l'ennemi commun en ce moment ? Non, tu peux pas être pote de tout le monde et du jour au lendemain être l'ennemi commun. Si jamais t'es l'ennemi, c'est que tous tes potes sont les ennemis. Ça, c'est un truc on l'a tous vu à l'école. On voit des bandes, ils traînent ensemble, et puis mardi, il est où Jérôme ? On parle plus avec Jérôme. Pourquoi ? Jérôme, c'est un connard. Mais toute l'année, vous étiez ensemble et tout. Poutine, pour moi, c'est la même. Ouais, c'est une bonne comparaison, je trouve. Du coup, oui, on les a vus à l'école, ces gens-là, qui se parlent plus. Tu dis, et quand ils se parlent plus, on sait très bien qu'à un moment, ils vont se reparler. Donc, il faut laisser. Ils vont enterrer l'âge de guerre. Ils vont enterrer l'âge de guerre, exactement. C'est une mascarade, selon vous, tout ça ? Je dirais pas une mascarade, je dirais que c'est des jeux d'intérêt. C'est la politique, pour moi, moi, je fais du spectacle, je fais du théâtre, mais pour moi, le plus beau théâtre, le plus beau numéro de magicien, le plus grand tour de ce monde, c'est la politique. C'est très très fort d'avoir, avec la religion, c'est très très fort d'avoir fait croire à des gens que c'est possible qu'une personne, aussi brillante soit-elle, puisse gérer la vie des autres. Je trouve que c'est fou d'avoir fait croire ça aux gens, et c'est fou que nous, on ait dit, ouais, c'est vrai que ce mec-là, il peut faire... Non, il fera rien pour toi. Moi, je crois plus en la politique solidaire, en la politique... des humains, de nous, mais n'attendons rien des politiques. On est déçus, mais en fait, il faut rien attendre. Le mec, c'est un fonctionnaire. Il travaille, il fait son mandat, après il se représente, et en même temps, tu veux qu'il fasse quoi ? Ouais, c'est clair. Et puis c'est vrai que j'ai l'impression aussi, Donnel, que dès qu'on allume la télé, chose que j'ai arrêté de faire clairement, surtout, je ne regarde pas les chaînes d'infos, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le font encore, honnêtement, on a l'impression que c'est l'apocalypse, que rien ne va... Ça peut avoir un impact sur le moral, même si on est fort et qu'on dit « Ok, je ne regarde pas ». Vous, à titre personnel, est-ce que vous êtes impacté par l'actualité ? Non, parce que moi, je prends ça avec beaucoup de recul. Ouais. Et je sais que l'actu est un choix éditorial. Je sais qu'on est passé d'une époque où, quand il n'y avait pas beaucoup de chaînes et qu'il n'y avait pas Internet, on n'avait que 4 infos. Oui. Tu entendais 4 infos et tu te concentrais sur les 4 infos, tu te dis « Ah, mais c'est grave ». Aujourd'hui, tu as 1 million d'infos, mais il faut aller chercher toi-même. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de la télé. Vous ne regardez plus la télé, mais vous informez autrement. On n'a plus besoin de ce monsieur à la télé, de ce PPDA qui peut-être est là, on a confiance et derrière, il viole des femmes. On n'a plus besoin de ces gens-là pour nous informer. Il faut aller chercher nos propres informations. Donc la télé, moi, je regarde comme ça, mais pour moi, c'est un spectacle. Pour moi, la télé, c'est vraiment une pièce de théâtre où tout le monde joue son rôle et c'est assez bien joué, je trouve.
Mais vous avez raison quand vous dites que de toute façon, c'est un choix éditorial et c'est absolument indispensable d'en prendre conscience pour comprendre en fait, Bien sûr, qu'il est en train de se jouer. Exactement, il faut comprendre que c'est un choix. Ouais. Tout ça est réfléchi. C'est pas breaking news, il y a ça. Non, dans le monde, il se passe à chaque seconde il se passe quelque chose. Milliards de choses. Et chacun choisit ce qu'il fait, où il va orienter son public, ce qu'il va vendre, ce qu'il va pas vendre. C'est que des choix. Mais le plus dur, je crois que dans ce monde, c'est de prendre du recul. Vous, concrètement, comment vous faites pour prendre du recul ? Parce que vous êtes une personnalité publique et on vous voit beaucoup quand même sur le web. Moi, après, j'ai aussi un tempérament de... Je suis pas un nerveux, je suis pas violent et je fais partie des personnes, je suis très lent à la colère. Et tout ce qui se passe, moi, sur les réseaux, je lis pas tout, mais quand je lis, ça ne m'impacte pas parce que je sais que c'est une personne, c'est son avis, je respecte son avis, mais j'ai le droit d'en avoir rien à foutre, en fait. Moi, c'est ça. Je respecte ton avis, je l'entends, mais permets-moi aussi d'en avoir rien à foutre de ton avis. Mais ça ne veut pas dire que je m'en fous de toi. Comme toi, quand tu n'aimes pas mon travail, ça ne veut pas dire que tu ne m'aimes pas moi. Tu n'aimes pas mon travail, je m'en fous de ton avis, mais nous sommes des êtres humains, tu me respectes, je te respecte. Donc moi, les critiques et tout ça, j'en ai rien à foutre. Et moi, des fois, je réponds aux gens. Des fois, on me dit ne réponds pas parce que les gens, quand ils t'attaquent, ce qu'ils aiment, leur plaisir, c'est que tu répondes. Ouais. Ils attendent une réaction de votre part. Mais moi, des fois, je me dis, quelqu'un prend le temps de m'insulter. C'est beaucoup comme d'insulter une personne. C'est-à-dire que tu rentres chez toi, après une journée de travail, tu vas sur Internet, tu vois un commentaire, et tu te dis, tiens, si j'écrivais un pavé, ça dénote une certaine tristesse dans ta vie. Tout ça ne me touche pas, parce que je ne crois pas aux critiques sur Internet, je ne crois pas, comme je ne crois pas aux compliments. Je trouve que tout est exagéré. Tu peux faire une bonne blague, et les gens vont dire, c'est un génie. Oh, c'est un génie, c'est Dieu. Vous trouvez que c'est tout bête ? C'est le goth. Oh là là, on n'avait jamais vu ça. Arrête, c'est une bonne vanne, mais arrête quoi. Oh là là, heureusement qu'il est là. Merci Dieu. Non. Donc c'est bien, vous prenez du recul même sur les sentiments sont exagérés. Ouais. Et pareil, quand quelqu'un ne vous aime pas, tu dis, frère, c'est abusé. J'ai fait une vanne, c'est tout. Elle est pas bonne, mais ne te mets pas dans ces états-là. C'est pas grave. Les gens sont dans des émotions, c'est trop. Alors Donnel, je vais vous présenter quelques photos sur l'écran qu'on a juste ici. D'accord. Il y en aura 6 en tout. C'est bien ça, je demande la confirmation au producteur. Donc 6 photos de 6 personnes différentes et vous allez me dire ce que ces personnes vous inspirent. D'accord. Ok, on commence avec la première. Chris Rock. Hey, Chris Rock. Chris Rock, c'est l'un de mes stand-uppers préférés. C'est vraiment, je l'adore, ce mec est brillant. C'est tout ce que j'aime. C'est engagé. C'est pertinent, c'est drôle. Ces spectacles sont basés sur deux schémas. Première partie, c'est souvent actualité, à tendance toujours un petit peu sociétale sur la black culture. Et après, deuxième partie, relations homme-femme. C'est un expert des relations homme-femme et je suis content que le monde l'ait enfin découvert grâce à l'affaire de la gifle avec Will Smith. Mais justement, on enchaîne avec la photo. Est-ce que ça vous a pas fait trop mal, justement, cette gifle ? Ça m'a vraiment fait beaucoup de peine, cette histoire-là, parce que j'adore Will Smith. C'est cette affaire-là, pour se rendre compte à l'échelle française, c'est comme si au César, Omar Sy se lève et allait gifler, Gaspard Proust. On aime tous Omar. Omar, c'est un gentil. Et Will, c'est pareil. Et quand il a fait cette gifle-là, ça m'a vraiment fait de la peine pour lui, parce qu'on sent qu'il est dans un mal, on sent qu'il a d'autres problèmes dans sa tête. Et moi, à titre personnel, je me suis dit, putain, la première bagarre qu'il y a aux Oscars, c'est de Renoir. Ça m'a foutu la haine. Tu vois, je me suis dit, mais Chris Rock, comment il gère ça, comment ? Magnifique. C'est vraiment magnifique. Mais vous pensez qu'il a eu raison de gifler Chris Rock ou pas ? Jamais de la vie. Mais vous, si on parle de votre femme de cette façon-là, comment vous réagissez ? On n'est pas au Moyen-Âge, on n'est pas dans Game of Thrones. Je n'ai pas à défendre ma femme comme un chevalier, aller me battre dans une cérémonie. Il fait des blagues sur ma femme. Elles sont bonnes, pas bonnes, elles font mal, elles font pas mal. C'est pas grave, ça s'appelle des blagues. La femme ne dit rien, t'as pas à te lever et présumer que la femme est une chose faible et que moi, l'homme, je dois aller encore mettre ma masculinité toxique et montrer que c'est moi l'homme de la femme, c'est moi l'homme de la maison. Non. Juste après, il prend un Oscar. Sa meilleure réponse aurait été de ne rien dire, de monter, prendre l'Oscar, de remercier sa femme, de parler de sa maladie et de mettre un petit pic à Chris Rock en partant avec l'Oscar. Mais là,
Sachant que sa carrière est ruinée en plus. Hein. Bah, je pense pas. Quand t'es Will Smith, c'est très dur de t'arrêter, je pense. C'est déjà une légende, c'est une sommité. Je pense que là, il aura une petite accalmie, mais je pense pas que Will Smith jamais. Il reviendra encore plus fort qu'avant. Il va qu'avant. revenir. Bien sûr. Les Américains, à la différence de la France, aiment les up and down. C'est vrai. Ils aiment les gens en haut, au fond du trou, et les résurrections. Chez Oprah Winfrey, C'est comme un film en fait, avec une happy end. Exactement. Ouais, c'est vrai, vous avez raison. Ils adorent ça. La prochaine diapo. Alors bien sûr, je ne pouvais pas passer à côté. Hein. Bunaimin. C'est Bunaimin. Bunaimin, c'est vraiment c'est mon ami le plus étrange. C'est-à-dire Boone, c'est que on s'aime vraiment. Boone, j'ai beaucoup d'amitié et beaucoup d'amour pour lui, et c'est pareil de son côté. Je sais qu'il m'aime énormément. C'est quelqu'un qui a été très important pour moi dans ma carrière. Boone, en soutien moral, en amitié, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup porté, il m'a beaucoup donné ses premières parties, c'est quelqu'un qui m'a vraiment amené beaucoup en tournée avec lui, c'est quelqu'un avec qui j'ai été très 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 proche, et c'est quelqu'un que maintenant je vois moins. On se voit plus trop, Boone et moi, mais on est toujours autant potes. C'est ce qui est marrant, c'est qu'on est passé d'où on se voyait tout le temps comme cul et chemise à on ne se voit plus, où on n'a pas 1000 contacts, mais je sais qu'on a toujours cet amour et ce respect. La relation est toujours aussi forte. Toujours aussi forte, ouais. Next. Michael Jordan. Ça, c'est toute mon enfance, c'est tous mes rêves, c'est toute la motivation que j'ai dans ce métier, je la dois à Michael Jordan. Il m'a donné le goût de l'effort, le goût du travail, le goût de ne jamais arrêter, le goût de se battre. C'est vraiment, et je sais qu'il y a toujours, s'il y a des plus jeunes qui nous écoutent, il y a toujours le débat LeBron James, Michael Jordan. Il n'y a pas de débat. C'est Michael Jordan, il est assis à la table comme le papa, et il y a LeBron, il y a Kobe et les autres. Michael, non mais c'est vrai, j'en ai marre de ce débat. J'en profite pour te dire, pour couper ce débat, vous savez comment on va savoir qui est le plus fort entre LeBron et Jordan? On va attendre que LeBron James prenne sa retraite, c'est dans bientôt. On va laisser passer 2-3 ans. Il y aura un nouveau crack qui va arriver. Si ce crack, on dit, c'est le nouveau LeBron, LeBron a gagné. C'est vrai, ouais. Si ce crack, une fois de plus, on repart comparé à Michael Jordan, c'est Jordan qui a gagné. Ouais, c'est une bonne méthode, c'est vrai. Arsenic, of course. Arsenic, ça c'est toute mon enfance. C'est Villiers-le-Bel. Moi, je suis de Villiers-le-Bel. Ces deux mecs de Villiers-le-Bel, c'est des grands de ma cité. C'est des gens que j'aime énormément. J'ai traîné tellement avec eux dans les studios. J'étais là à plein de morceaux cultes. J'ai fait des rencontres exceptionnelles avec eux, des concerts, des tournées. Et si je vous dis justement Abiotique, ça vous rappelle quoi? Mais Abiotique, c'est quand on traînait tellement avec eux, avec leurs petits cousins et plein de potes, qu'on avait créé notre groupe de rap aussi. Ouais. Et on voulait tellement ressembler à Arsenic qu'on essayait de rapper comme eux, on essayait d'être dans leur façon de poser les mots. On était vraiment... C'est Lino qui est devant, pour ceux qui ne connaissent pas. Lino est l'une, si ce n'est la meilleure plume de l'histoire du rap français. Et être au contact de ce génie, j'étais vraiment heureux. J'allais chez lui, on passait des après-midi ensemble. Il était brillantissime et il adorait regarder les Feux de l'amour. Bah oui, c'est pas pourquoi ça serait incompatible, je comprends pas. J'étais posé chez lui, on regardait les Feux de l'amour. Il adorait les intrigues avec Victor Newman. Et vous avez posé sur un morceau qui s'appelle Sachons dire non, c'est ça, pour ceux qui veulent. On a posé plusieurs. Il y a eu plusieurs trucs. Il y a eu Sachons dire non. Il y a eu une compile de MC Janik, il y a une compile de DJ Crime. Il y a eu plein de petits trucs rapologiques qui sont passés. C'était vraiment une époque. J'adorais les studios. J'adorais cette ambiance de musique. Je suis un fan de... Ça sent, il y a un peu de nostalgie, là. Ouais, parce que c'était des belles époques. Il y avait le secteur A à côté, à Sarcelles. On traînait avec Stomy Bugsy, que j'adore. Il y avait Passy, il y avait Bruno, Doc Gynéco. C'était vraiment une super époque. C'était l'époque où même eux, ils rappaient, mais c'était juste par passion. Ils ne savaient pas où aller ce business. Ils ne savaient pas... Aujourd'hui, je trouve que les jeunes d'aujourd'hui sont plus prêts pour le business. Si vous cherchez des questions d'argent, prenez un jeune d'aujourd'hui, prenez Nino, prenez PNL. Ces gens-là ont compris le business. Là où les anciens, ils rappaient, mais vraiment, c'était des puristes. Ils rappaient par passion, ils voulaient délivrer quelque chose.
Et pour ceux qui veulent peut-être écouter les morceaux sur lesquels vous avez posé, on tape quoi, Biotique sur Internet? Non, c'est pas la peine. Pas la peine. Vous affligez pas ça. Okay. Écoutez Arsenic. Ouais, regardez mes sketchs, vous allez rire autant. Ça marche. Bon, alors on va revenir un petit peu sur votre parcours, Donnel, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez suivi les cours Florent. Donc c'est une école très prestigieuse de comédie, qui a une excellente réputation. Mais moi, je me suis toujours demandé, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de faire les cours Florent? C'est une école de théâtre comme une autre. C'est pas l'école qui a les meilleurs profs, c'est pas l'école qui a la meilleure philosophie du théâtre, c'est pas vrai. Mais c'est une bonne école. Et c'est une école aujourd'hui qui peut-être pêche par sa réputation. Comme c'est une école qui est très connue, tout le monde veut y aller. Et comme tout le monde veut y aller, ça devient un petit peu... Les classes sont surchargées. Ça devient vraiment... c'est plus l'école d'antan, je pense. Mais moi, ça m'a servi. Le stand-up, c'est l'une des disciplines les plus dures. Le stand-up, sa force, c'est son défaut. La force d'un stand-upper, c'est quand il monte sur scène et tu as l'impression qu'il n'a rien écrit, tu as l'impression que tout est fluide, tu as l'impression qu'il improvise. C'est la force du stand-up. Mais le défaut, c'est ça aussi. Quand un mec monte sur scène et que tu as l'impression qu'il n'a rien écrit, qu'il improvise, tu ne vois pas le travail, tu ne vois pas la dureté derrière. C'est comme un danseur, le stand-up. Quand tu regardes un danseur de hip-hop, quand tu le vois faire des trucs, des frises, des machins, si jamais tu te dis c'est facile, c'est qu'il est bon le danseur. Mais c'est vrai, vous avez raison, en fait. C'est pareil dans la vie, pour tout, en fait. Dès que ça paraît facile, dites-vous qu'en vrai, c'est difficile. Oui. Le grand travail d'un stand-upper, c'est de travailler sa facilité. Ouais. C'est le plus dur. C'est quand il monte sur scène et tu te dis, mais est-ce qu'il a écrit ou pas? C'est-à-dire qu'il est fort, le mec. Bon, en tout cas, à cette époque, Donnel, vous rencontrez le fils du fondateur, Xavier Florent, ouais. Qui vous dit, je cite, « La France, c'est un pays de bâtards, ils ne t'appelleront pas. » Moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, what the hell? Il vous a vraiment dit ça? Il m'a dit ça, je me rappelle toute ma vie, c'était à la fin des cours Florent, un soir. C'était son père qui avait créé cette école-là, mais lui, il n'avait rien à voir avec son père. François Florent était très costume, très légion d'honneur sur le côté. C'était un grand monsieur. Quand il passait dans les couloirs, il avait quelque chose. C'était vraiment... Moi, je me rappelle la première fois qu'il m'a vu, François Florent, il m'a dit vous appelez comment? Je dis Jacksman. Il me dit Jacksman, vous avez intérêt à être star, sinon ce nom ne sert à rien. Et j'ai trouvé, il était comme ça, François Florent, il passait un petit mot. Et Xavier, c'était autre chose. Xavier, il avait les cheveux longs. C'était vraiment le fils qui n'a rien à voir avec son père. Un peu rebelle? Un peu rebelle, un peu, voilà, mon père, il a créé ça, mais voilà, c'est pas ça, machin, truc. Et Xavier, ce que j'aimais dans son cours, c'est qu'il privilégiait beaucoup la vie. Il nous disait, ne croyez pas que parce que vous venez au cours Florent, vous serez des stars. Ne croyez jamais ça. Au contraire, les gens vous détesteront parce qu'ils diront que cette école, c'est de la merde et que machin. Et un jour, il m'a dit, voilà, t'es un bon comédien, tu as quelque chose, mais n'attends pas près du téléphone. Ils ne t'appelleront pas. Déjà, pour un blanc lambda dans ce pays, un blanc brun d'1m80, il y en a des milliards. On ne les appellera pas. Donc toi, n'attends pas. C'est un pays de bâtards. On n'est pas aux États-Unis. Et ça a été violent comme conseil, mais ça a été salutaire. Parce que je me suis dit, ok. Et il m'a dit, si tu sais écrire, écris. Si tu sais prendre une caméra, prends une caméra. Tu sais faire des sketchs, fais des sketchs. Si jamais tu as un talent, mets-le en avant. Fais en sorte que les gens ne puissent pas te contourner. Qu'ils se disent, tiens, qui est ce mec? Et ça a été l'un des conseils les plus violents, mais les plus salutaires que j'ai eu dans ce métier. Parce que moi, je ne vous cache pas que quand j'ai entendu ça, dans un premier temps, je me suis dit, ah bah tiens, c'est bien français ça, de casser le moral des gens, alors qu'on vient à peine de débuter sa carrière, vous voyez? Pour vous, non. Ça a été quelque chose, un mal pour un bien. Ça vous a aidé. Ouais, ça a été une vérité. Ça a été, je te dis tout de suite, ça va être dur où tu vas. Cette phrase, elle ne vous a pas démotivé. En réalité, elle vous a donné de la force pour avancer. Ça a été un électrochoc. Okay. Ça m'a vraiment mis un coup parce que quelque part où je vous rejoins, c'est que c'est violent parce que j'avais pas les cartes en main. Quand je fais les cours Florent, j'habite à Villiers-le-Bel. Ouais. Je suis en banlieue. Je monte 3 fois par semaine à Paris. Les cours Florent, c'est dans le 19e, c'est à Jaurès. Je monte à Paris. Je suis un petit banlieusard. Pour moi, aller à Paris, c'est une aventure. Pour moi, c'est comme si je vais à Miami. Je suis dans mon RER-D, qui est l'un des pires RER. Je le prends. Et je vis cette aventure un peu seul. Et les cours Florent coûtent cher. À l'époque, ça coûtait, je crois, 280 € par mois. Pour y arriver,
je bosse. Je bosse comme un taré. Je bosse comme pion dans un collège. Ah, Et j'ai un autre boulot à côté. Donc, je ne fais que ça. Je m'investis beaucoup. ouais. Donc, quand Xavier me dit ça, je prends quand même la mesure de tout ce que je fais là. Toi, tu me dis que ça sert à rien. Donc, il y a un côté vraiment aussi où tu prends une claque, tu t'assois pour digérer ça et tu réfléchis. Tu te dis, est-ce que j'arrête pour aller ailleurs ou c'est ce que j'ai envie de faire et je vais me battre? Et là, je pense que c'est une question de mentalité. Et moi, ma mentalité, c'est une mentalité je dirais pas de gagnant, mais je n'aime pas que les choses s'arrêtent sans que c'est moi qui ai décidé, quand même. On est d'accord, Donnel, que ce qui vous a fait réellement décoller, qui a fait décoller votre carrière, auprès du grand public en tout cas, c'est vos passages à la télévision, parce que c'est pas mal de télé. Et moi j'ai l'impression que justement le passage à la télé, c'est un réel tremplin pour énormément d'humoristes. Avant, à mon époque, ouais. Aujourd'hui, non, c'est Internet aujourd'hui. Aujourd'hui c'est Internet, Aujourd'hui, vous pensez? c'est beaucoup les réseaux, ouais. Aujourd'hui, c'est... Mais alors pourquoi est-ce qu'on voit toujours autant d'humoristes faire les guignols sur les émissions d'Arthur par exemple? Vu que je l'ai fait, je vais vous dire. Alors pourquoi, ouais. Si ce n'est pas pour justement avoir cette notoriété et se faire connaître du grand public. Quand vous regardez, si vous recensez toutes les émissions de télé, il reste très peu d'humoristes, ou il y a très peu d'émissions des humoristes. Aujourd'hui, chaque humoriste est sur Internet. Chaque humoriste est sur ses réseaux sociaux. Chaque humoriste est son propre média. Tous les gros succès de ces 5-6 dernières années, c'est de Inès Reg en passant par Nawel Madani jusqu'à aujourd'hui, là dernièrement, Redouane Bougueraba, c'est des stars d'Internet. C'est Internet qui a fait que ces gens-là font des zéniths. Parce que moi, j'ai quand même entendu beaucoup d'artistes et notamment des humoristes dire que ils continuent quand même de faire de la télé parce que ça leur permet de remplir les salles, la télé et radio, les deux. La radio, ça marche. Et le fait d'être vu, la radio marche. La radio marche plus que la télé. La radio est un bon vecteur. France Inter est un bon vecteur de vente de billets. Quand tu marches à France Inter, il y a un vrai public qui te suit, qui t'aime. Quand tes chroniques sont bonnes, tu peux vraiment changer de statut. France Inter marche encore. Mais les émissions à l'ancienne, comme, je sais pas, Michel Drucker ou tout ça, ça marche, mais tu ne transformes plus de billets comme avant. À l'époque, tu faisais un Michel Drucker, t'étais une star. Donc aujourd'hui, vous misez tout sur votre stratégie web, en quelque sorte. Non, moi je suis un artiste assez hybride, c'est-à-dire que je fais de la télé. Je suis avec Laurent Ruquier aux Enfants de la télé, j'anime des prèmes sur France 2, et en même temps, je suis sur Internet. Pour moi, en fait, j'ai la capacité d'être un humoriste assez large, donc je ne vais pas ni en avoir honte, ni ne pas en profiter. Donc moi, je ratisse partout, télé, médias, web. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui est cool dans cette époque, c'est qu'un artiste aujourd'hui, ce que moi j'aime grâce aux réseaux sociaux, c'est que n'importe qui peut faire son buzz. Il y a quand même beaucoup de personnes, il y a beaucoup de prétendants et peu d'élus finalement, parce qu'il y a beaucoup de monde. Comment on fait aujourd'hui pour se différencier en tant qu'humoriste en 2022 ? Un jeune qui commence l'humour maintenant, je pense que je lui tire mon chapeau, parce que ça devient très 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 compliqué là de rentrer dans l'humour, parce que comme je vous le dis, c'est la bataille des followers. Aujourd'hui, c'est qui a plus de followers, qui a plus d'audience. Aujourd'hui, le contenant prime sur le contenu. C'est qu'aujourd'hui, tu regardes n'importe qui, il a 1 million de followers, bah tiens, je vais l'écouter. Et on le fait tous. Moi, le premier, parfois, je me dégoûte parce que je rentre là-dedans. Moi, des fois, il y a des vidéos. Si la vidéo a, je sais pas, 10 000 vues, mon cerveau m'envoie une info de « ça doit pas être ouf ». Qu'est-ce que t'en sais ? Regarde. Mais s'il y a 10 000 vues, tu te fais « oh ». Et si tu as une vidéo avec 15 millions de vues, tu dis « ah, ça doit sûrement être ». Moi, je réfléchis justement à l'envers. Je me dis que si une vidéo a 10 000 vues, c'est beaucoup plus intéressant, j'imagine, que celle qui a 1 million, parce qu'en fait, la masse, elle va faire quoi ? Elle va regarder du divertissement. Mais c'est ça, en mode vous avez justement la bonne Arthur. réflexion. Mais c'est vrai, vous avez la bonne réflexion. Et moi, des fois, je me rends compte que moi, je commence à être dans la machine. Les petites vidéos, parfois, je me dis « ah non, ça doit pas être intéressant, ça ». Et c'est complètement débile, mais c'est la victoire des algorithmes.
Après, je dis ça parce qu'on a aussi beaucoup de vidéos qui ont 10 000 vues et honnêtement, c'est des pépites. Je le dis. En tout cas, quand je pense au fait d'être humoriste en 2022, je me dis, waouh, déjà, je suis allée regarder un petit peu ce que vous faites sur les réseaux. Je vous ai dit, moi, j'ai quitté les réseaux sociaux. Okay. Mais vous êtes sur Twitter, il y a Instagram, il y a TikTok peut-être aussi. Ouais. Il y a peut-être un autre réseau social qui va apparaître. Créer une communauté, animer une communauté, réagir à l'actualité. Mais honnêtement, ça doit être épuisant d'être humoriste en 2022. C'est épuisant. Je ne sais pas comment vous faites. C'est un autre métier. C'est-à-dire que c'est ça, c'est un autre métier. C'est un autre métier. Dans mon rêve à moi, si je pouvais être comme Mylène Farmer, ça me va. je suis présent nulle part. Je viens, je pose 10 dates, elles sont remplies, je disparais. Mais on ne peut pas faire ça. On ne peut plus. L'époque des artistes loin du public, l'époque où les artistes sortaient de leur hôtel, voiture fumée, une main comme ça, et tout le monde fait, c'est fini. Aujourd'hui, les artistes, ils sont présents. Maria Carey, tu la follow, elle est là. Aujourd'hui, il faut entretenir la communauté. Il faut leur donner à manger tout le temps. Et c'est vrai que c'est épuisant. C'est épuisant, mais c'est les nouvelles règles de ce milieu. En même temps, c'est épuisant, mais ça stimule, moi, je parle pour moi, ça stimule ma créativité parce que comme je crée beaucoup de contenu, et ben, je reste toujours en alerte. C'est comme une gymnastique. C'est comme si le spectacle, c'est les matchs et le web, c'est l'entraînement. C'est comme au basket. Donc pour vous, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est les salles de muscu. Ouais, c'est l'entraînement. Et les salles de spectacle, c'est l'entraînement. Et les salles de spectacle, c'est le match. C'est les jours de c'est match. Ça. Ok. Donc, toute la semaine, on met des paniers, on s'entraîne. Mais il y a beaucoup d'entraînement quand même. Ah bah là, pour être sportif de haut niveau, il faut beaucoup d'entraînement, effectivement. Ouais. Dans une interview, justement, vous parlez du fait de rire sur les préjugés faciles. Et vous dites que ça finit toujours par alimenter justement ces préjugés, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Moi, je trouvais ça intéressant. Et je me suis dit, en fait, il y a quand même un maître en la matière qui est Jamel Debbouze. Parce que lui, il a bâti sa carrière entière sur les vannes au sujet de ses parents, de sa culture, de sa condition sociale. Vous voyez ? Il a quand même alimenté ces préjugés aussi. Jamel, il faut prendre Jamel dans son ensemble. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'entends beaucoup... de gens dire Jamel on n'aime plus, Jamel il est pas marrant, Jamel c'est toujours la même chose, Jamel ci, Jamel ça. Je peux l'entendre, mais Jamel, il faut prendre Jamel dans son ensemble. Jamel, c'est quelqu'un qui est arrivé à une époque où personne ne faisait ça. Jamel, c'est quelqu'un qui est arrivé et qui a mis un coup de pied dans l'humour. On n'avait jamais vu ces physiques-là. On n'avait jamais vu ce que vous citez, quelqu'un qui parle de sa famille comme ça, quelqu'un qui parle de son entourage comme ça, quelqu'un qui relate les quartiers comme Jamel. On n'avait jamais vu ça. Alors aujourd'hui, quand il a ouvert les portes et que tout le stand-up est arrivé et que tout le monde a refait la même chose, tout le monde a parlé de sa culture, de ses quartiers, de ses parents, il y a un côté trop déjà vu, trop saoulant, on en a marre. Mais il ne faut pas oublier que Jamel, c'est lui qui a ouvert l'autoroute. C'est-à-dire que moi, Jamel, à vie, j'aurai un amour et un respect pour Jamel. Et je pense que les gens se rendront compte de ce qu'il a fait, je pense, quand Jamel va nous quitter un jour, quand il va décéder. Je pense que quand on fera des rétrospectives sur lui, quand on mettra sa vie, son œuvre en avant, on verra ce qu'il a fait et la personne importante et le déclencheur de talent et de carrière que Jamel a été. Sans Jamel, il n'y a personne. Je suis d'accord sur ce point, c'est-à-dire qu'on aime ou pas le style de Jamel Debbouze, le fait est qu'il a quand même ouvert, la route à de nombreux humoristes. Ouais. Et artistes d'une manière générale. Avant lui, personne ne l'avait fait. Et d'ailleurs, après lui, personne ne l'a fait. C'est le seul mec qui a porté les quartiers et personne d'autre n'a fait ça. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le Jamel Comedy Club qui continue à mettre des physiques différents, à mettre des artistes différents, à mettre de l'inclusivité partout. Pour moi, Jamel, c'est un grand monsieur. Après, je reste convaincue que faire tout le temps des vannes sur ses parents, sur sa condition sociale et sur son enfance pourrie dans le banlieue, bon, c'est un peu too much, c'est facile. Bien évidemment, peut-être il est resté bloqué dans son personnage, comme, je sais pas, mais pas que lui, il y en a plein d'autres qui le font. Hein. Franck Dubosc, on a tous aimé quand moi, en tout cas, ça me fait pas c'était rire. Le dragueur, Franck Dubosc. Non, ce genre de vanne. Non, ce genre de vanne toujours un peu trop lourde. Ouais. Vous voyez, sur les parents qui, voilà, on se mange des claques, des trucs. Ah oui. On va un petit peu trop dans l'extrême. Je n'aimais pas qu'on dise les secrets.
Mais est-ce que c'est faux? Et après, on se dit... Est-ce que c'est faux sur les parents qui frappaient sur, Pour certaines personnes, c'est vrai, pour d'autres, c'est faux. Exactement. Après, moi, je pars du principe que toute vérité n'est pas forcément bonne à dire, surtout lorsqu'il s'agit de ses parents. Il y a quand même des choses qu'il faut garder quand même dans la famille. Et en plus, toute vérité n'est pas bonne à dire lorsqu'on essaye de casser, briser les clichés, justement, dont on souffre. Parce que finalement, on rentre dans le jeu, quoi. Ouais, c'est ceux vrai. qui sont là pour nourrir. Mais après, je crois que cette c'est un image. truc qui est propre à notre éducation aussi et notre culture, ce respect et cet amour inconditionnel et aveugle des parents. Par exemple, les artistes de stand-up ou les artistes, entre guillemets, occidentaux, ils ont une capacité à raconter des histoires de famille qui, des fois, moi, je sais que ma pudeur, des fois, j'entends les gens parler de leurs parents, de parler de névrose qu'avaient leurs parents, de parler de parents qui couchaient ensemble. Il y a ce truc où nous, par exemple, les gens un peu d'Afrique, on a une pudeur. D'ailleurs, vous regardez tous les jeunes, tous les humoristes, jeunes, pas jeunes, issus de la diversité, quand ils parlent de leurs parents, même si ils en mettent plein la gueule leurs parents, il y a toujours cette phrase qui revient, et que ce soit dans le rap, n'importe où, on manquait de rien. Non, c'est pas vrai, on manquait de tout. On manquait de tout. Il n'y avait rien, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de sortie, il n'y avait pas de câlin, il n'y avait pas d'affection, parce que nos parents n'ont pas eu l'affection de leurs parents, et ainsi de suite. Mais on a quand même cette pudeur de dire on manquait de rien. Et donc, moi je pense que le fait de parler de ses parents et d'oser casser des tabous, c'est un travail qu'on a besoin de faire aussi. On a besoin de tuer nos parents. Peut-être pas publiquement. L'humour est une tribune pour décharger des problèmes. Pour d'autres humoristes, l'humour, c'est une thérapie. C'est très freudien, quand même, ce que vous dites. Hein. Oui, là, comme ça, en débat, en échange, ça a l'air très freudien. Mais en vrai, moi, je ne prends pas l'humour comme une thérapie. Mais je sais qu'il y a des collègues. Ouais, moi, Freud, c'est pas une thérapie ma cam, pour eux. je vous le dis. Donc, bon. On va avancer. Aujourd'hui, Donnel, vous présentez un nouveau spectacle qui s'appelle Ensemble. Ah. Et je sais que ça cartonne pour vous. Hein. Ouais, ça marche bien. Ça marche plutôt bien. Donc, félicitations pour ça. Je suis très contente pour vous. Merci beaucoup. Mais moi, je me pose quand même une petite question. Ouais. Sur une place qui se vend à 30 €, combien vous, en tant qu'artiste, vous percevez ? Moi, je suis coproducteur Ah, cool. avec ma productrice qui est Fanny Jourdan, Oui. que vous connaissez déjà, je pense que c'est une femme assez connue dans le game. Et Fanny fait partie des productrices très très honnêtes, très très puissantes et très pro. Donc elle comprend très bien que le travail, la création d'un spectacle et le succès d'un spectacle dépend à 50% de l'artiste et à 50% d'elle. Donc tout est clair et tout est dans une bonne relation d'équité et d'égalité entre la prod et moi. Donc vous percevez 15 €, c'est ça ? Sur 30 €. Non, c'est pas comme ça. Là, Je me dis équité, égalité. Non, là vous êtes très Moi je suis premier degré. pragmatique. Parce qu'il y a plein d'intervenants avant. Et sans compter l'État. Il y a tout le monde qui doit prendre quelque chose avant que toi tu prennes. Donc c'est pas... Non, c'est de façon factuelle, on aurait envie de dire 32 divisé par 2, mais c'est pas vrai. Mais alors du coup, puisque moi je veux des chiffres, sur 30 €, vous percevez combien en tant qu'artiste ? Il faut enlever plein de choses. C'est ça le problème, c'est qu'il faut enlever les charges, il faut enlever la salle, il faut enlever le Prodexé, il faut enlever la billetterie, il faut enlever les taxes. Une fois qu'on a tout enlevé, Ouais. il reste combien ? Des clopinettes ? Non, on ne fait pas comme ça. En fait, il y a des cachets. Chaque comédien, quand il monte sur scène, est payé avec un cachet. D'accord. Toute l'année, il est payé avec un cachet. Quand on est coproducteur, à la fin de l'année, quand on fait des comptes de l'exploitation de l'année, une fois qu'on a enlevé les charges, tout ça, il reste des bénéfices. Et on partage les bénéfices. Déjà, ça c'est bien parce que c'est un truc que je connaissais pas. Je pense que c'est hyper intéressant en fait pour les gens de comprendre comment ça fonctionne pour un humoriste. Parce que ça paraît un petit peu abstrait. Mais il faut les laisser rêver, les gens. Les gens, soit ils pensent que nous sommes millionnaires, il faut les laisser penser ça, soit ils pensent que nous sommes au chômage, et il faut les laisser penser ça. Vous savez quoi, Donnel, en général, quand on a du mal à parler d'argent, c'est qu'on est plutôt sur la balance millionnaire que chômage. Non, c'est pas vrai. Peut-être qu'on a la pudeur et peut-être qu'on se dit... Parce que moi, je fais ce métier depuis très longtemps et je vous jure, les questions d'argent, jamais personne du public m'a demandé des questions d'argent. Vous qui êtes très inspiré par la culture anglo-saxonne, vous savez qu'aux États-Unis, on parle un peu plus librement d'argent. Bien sûr. Et moi, c'est un truc ça que j'aime bien. Parce que je pars du principe que
tant que l'argent reste un sujet tabou, on aura du mal à en parler, on aura du mal à en gagner, et on va pas savoir le gérer correctement après dans la vie, vous voyez. Plus on en parle, plus ça... Je sais pas, ça change un peu le rapport qu'on a en fait avec l'argent. Les gens deviennent un peu plus habitués à entendre des chiffres, parce que c'est un sujet tabou en France. Non, je crois pas que ce soit tabou, mais non, c'est pas tabou. La l'argent. preuve. Mais la question n'est pas précise. Dites-moi la question, c'est quoi la question précise? Supposons pour une salle de 500 places. Ouais. Bah, du coup, le cachet s'élève à combien? Et à Paris. C'est parce que pareil. c'est la capitale. Une fois que tu choisis 500 places à Paris, tu ne gagnes pas d'argent sur Paris. Ah d'accord, on ne gagne pas d'argent à Paris. On ne gagne pas d'argent sur Paris. Paris, il y a trop de frais. Il y a trop de frais de promotion, ce que tu n'as pas à faire en province, où des fois tu peux vendre ton spectacle. À Paris, tu es en résidence. À Paris, tu travailles. Je vous assure que les humoristes qui vont dire qu'ils gagnent de l'argent sur Paris, j'aimerais bien voir. C'est faux alors. Il faut vraiment que ce soit le haut du panier, peut-être pour gagner vraiment de l'argent. Avec une exploitation parisienne, les stars mangent de l'argent. Il faut être Gad Elmaleh, il faut être Florence Foresti, il faut être Jamel Debbouze, il faut être ces stars qui sont à 360 avec cinéma, scène, production. Mais il faut pas être aussi juste un bon gestionnaire et un bon entrepreneur. Pour gérer de l'argent, il faut en amasser. Et je vous assure, dans le monde de l'humour, ceux qui amassent de l'argent, vraiment pas vivre en intermittent du spectacle, amasser de l'argent, c'est-à-dire dire maintenant, moi je suis parti des grandes fortunes de ce pays, il n'y en a pas tant que ça. D'accord. Bon. Je pensais que vous alliez être un peu plus ouvert sur ces questions de l'argent. Je suis ouvert. Je dis honnêtement, on m'a vendu du rêve, on m'a dit ouais, il est inspiré par les ricains. Mais pas par l'argent, mon moteur n'est pas l'argent. Non, c'est pas parce que je veux pas dire que votre moteur est l'argent. Le moteur peut être différent, il n'y a pas de souci. Ouais. Par contre, vous ne faites pas ce que vous faites aujourd'hui sans gagner de l'argent, parce que sinon ça serait pas possible pour vous de vivre, de survivre, de payer vos factures, de nourrir votre petit bébé. Comme dit Aznavour, je n'ai jamais travaillé pour l'argent, mais j'ai aimé gagner de l'argent. Je ne travaillerai jamais pour l'argent, mais je ne travaillerai pas pour rien. Il y a un truc que j'ai remarqué, bienvenue au club, je suis d'accord avec ça. Il y a un truc que j'ai remarqué quand même, c'est depuis qu'on parle d'argent, vous avez pris pas mal de gorgées d'eau. Et ça, les gens... Vous êtes profiler. Elle est profiler. Les personnes qui regardent la vidéo, mettez des commentaires. Ah, la profiler. Je vois qu'il boit beaucoup. Ça vous met mal à l'aise, en tout cas. Besoin d'hydrater un peu plus. Je pense que vous aimeriez que ça mette mal à l'aise, mais pas du tout. En tout cas, toutes ces leçons, moi, je trouve que c'est des leçons importantes quand même, des leçons de vie qu'on n'apprend pas forcément à l'école. De quoi, l'argent ? Ouais. Et une fois qu'on est dans le monde adulte et qu'on doit gagner sa vie, on a peur d'en parler. Non, parce que l'argent ne doit pas... On est dans un monde capitaliste et je comprends que le profit, l'intérêt et la rentabilité, je comprends ça. Mais moi, si je suis artiste, ce n'est pas la branche qui m'intéresse et ce n'est pas la branche que j'ai envie de mettre en avant. L'argent, toutes les personnes qui font ce métier et qui pensent que c'est pour de l'argent, arrêtez maintenant. N'allez pas faire de l'humour pour de l'argent. Ça ne marche pas. Humoriste, on commence dans des plateaux, on fait des chapeaux. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est quoi le chapeau ? On joue dans un comédie club. À la fin, on demande aux gens, si vous avez aimé, mettez de l'argent dans ce chapeau. Ça commence comme ça, humoriste. Et déjà, à cette étape-là, à la fin, les 3/4 ne tiennent pas parce que tu ne peux pas vivre de ta vie. Et une fois que tu montes, les opportunités font que oui, tu peux monter jusqu'à Gad Elmaleh peut-être, mais ce n'est pas un métier d'argent. Humoriste, ce n'est pas un métier d'argent. Et ceux qui vendent qu'il y a de l'argent, il y a de l'argent pour 1% des humoristes. Alors Donnel, je vais vous présenter 3 enveloppes. Dans ces 3 enveloppes, il y a 3 questions qui tuent. Je vous laisse faire votre choix. Pourquoi la question qui tue ? Parce que dans l'une de ces enveloppes, une question peut tuer votre carrière. Oh. Ah, on va voir si vous pouvez prendre des risques. Il y a pire que l'argent. On va voir si vous savez prendre des risques. Alors allez-y, je vous laisse choisir. Celle-ci. Celle-ci, ok. Je vous laisse ouvrir l'enveloppe. Mais après, comment je sais pas que c'est pas les 3 mêmes questions partout ? Ah bon, on vous montrera si vous pourrez vérifier. Je vous laisse ouvrir l'enveloppe et montrer à la caméra le petit smiley. Il y a un petit smiley normalement. À quelle caméra ? Laquelle ? Ah ! Donc on a la question qui tue, Dieudonné. Vous êtes prêts ? Ok.
Alors Dieudonné a inspiré toute une génération d'humoristes qui ne l'assument pas forcément aujourd'hui, pour les raisons qu'on connaît. Est-ce que vous, à titre personnel, c'est un humoriste qui vous a inspiré? Et est-ce que c'est quelqu'un qui vous fait rire? Dieudonné, oui, pour moi, fait partie, si ce n'est le meilleur humoriste de France. Pour moi, c'est l'un des meilleurs humoristes de toute la génération d'humour qui a eu. Il n'y a personne qui est comédien comme lui, qui sait manier les personnages, qui est brillant, qui est précis, qui va dans des thèmes qui fâchent, qui bousculent, qui est énervé, qui est engagé et qui est énervant. Donc pour moi, Dieudonné, oui, clairement, c'est le boss, c'est un mec qui m'a inspiré, c'est vraiment, oui, hilarant, Dieudonné. Aujourd'hui, je ne suis plus trop ce qu'il fait, mais je me suis arrêté à ses derniers spectacles. C'est quoi le dernier que j'avais vu? Il était en combinaison orange, je ne sais plus lequel, là. Et ça me fait toujours rire, mais comme il a été pris dans plein de problèmes judiciaires et plein de polémiques, ça l'a amené à faire un spectacle par an. Donc moi, je commence à regarder ces spectacles, mais quand tu te délivres un spectacle par an, c'est comme un magicien qui te fait un tour tout le temps. Et ben, à un moment, je commence à voir les ficelles du tour. C'est-à-dire que Dieudonné, avant, j'aimais bien voir un spectacle, il prenait 3 ans, je regardais. Ouais. Mais aujourd'hui, à un par an, je commence à voir un petit peu... Vous trouvez que c'est trop? C'est trop, mais je comprends l'urgence et l'économie dans laquelle il est. Il doit faire un spectacle par an, donc ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. Mais moi, vraiment, c'est quelqu'un qui me fait rire. Et après, je sais que c'est quelqu'un qui divise, c'est quelqu'un qui est très polémique. Mais si on parle de Dieudonné, l'artiste de scène et l'homme de one man, pour moi, c'est le meilleur de sa génération. Ouais. Et vous pensez quoi de la manière dont il a été cancelled? Je pense qu'il y a eu deux étapes. La première étape, ça a été vraiment un truc au faciès. C'est-à-dire qu'il a fait une mauvaise blague. On a tous le droit de faire une mauvaise blague. Moi, je suis fan de Dieudonné. Ce fameux sketch chez Fogel, quand je le regarde chez moi, mais moi, je ne comprends pas. Mais moi, ça me fait pas rire. Je vois pas où il part. Plus tard, on apprend que c'est un mauvais sketch. Bon, il a fait un colon israélien. Il a dit « Hi Hitler ». Pour moi, dans ma conception d'humoriste, je ne vois pas pourquoi ce serait interdit de faire ça. Après que le sketch soit drôle, pas drôle, on a le droit d'émettre un avis dessus. Donc la première étape, c'est qu'il se fait cancel pour un truc où on a le droit, en fait. Nous sommes des humoristes, on a le droit de faire des sketchs ratés, on a le droit de faire des trucs pas marrants, on a le droit de ne pas être au top. On ne va pas être cancel parce qu'on n'est pas au top. Donc il se fait cancel et là, je ne comprends pas pourquoi il se fait cancel autant. Je suis vraiment contre ça. Et après, Dieudo, lui, parce qu'il y a aussi une part de responsabilité, Dieudo, comme je le sais, je suis d'origine camerounaise. Dieudo, c'est un Camerounais aussi. Et on a un truc, les Camerounais, c'est la tête dure. C'est que Dieudo a la tête dure. C'est que plus tu te mets des coups, il aurait pu dire, vas-y, c'est quoi, c'est pas grave, j'ai merdé, au revoir. Et lui, quand il a la tête dure, il a fait, bah ouais, vous voulez me faire chier, je vais vous faire chier encore plus. Et il est rentré dans une surenchère. Et au final, je ne sais pas si jamais il en est sorti gagnant de cette surenchère-là. Est-ce que vous pourriez faire un duo avec lui? Ma carrière est trop fragile pour que je me colle à Dieudonné. Elle est vraiment trop... Si vous voulez que je fasse pas d'argent, c'est vraiment le moment de... Ma carrière est trop fragile, hein, vraiment. Ouais, je comprends. C'est qui ce petit garçon? C'était un garçon qui connaissait pas le dentiste encore, qui n'avait pas appris qu'il y a moyen de se faire des belles dents. Vous aviez quel âge sur cette photo? Là, je crois, j'ai 5 ans. Ah ouais, c'était petit encore. J'ai 4 ou 5 ans, ouais. Et il y avait quoi dans votre tête à 5 ans? Déjà, j'avais une chemise qui allait bien avec le décor. Je m'étais dit, c'est une bonne idée. Ouais. Non, là, c'est vraiment... Là, 5 ans, je suis à Villiers-le-Bel et je kiffe. Je suis élevé par ma mère toute seule avec mes frères et sœurs. Et c'est le meilleur âge, enfant, parce que c'est l'âge où tu n'as pas de problème. Je ne comprends pas les problèmes de ce monde. Je ne connais pas le racisme. Je ne connais pas la méchanceté. J'ai juste des copains. J'ai juste ma mère qui est comme mon papa, qui est là pour moi, qui a réponse à tout. Je lui demande tout. Je suis dans ses jupes. Et je kiffe comme on dit, ma best life, quoi. À ce moment-là, je
Je sais pas ce que je vais faire de ma vie, je sais pas ce que j'ai envie de faire, mais juste, je me lève, je mange, je dors, je ris, je fais des câlins à ma mère. C'était la meilleure époque, ouais. Là, vous avez 40 ans, donc 35 ans plus tard. Quel conseil vous donneriez au jeune Donnell Jacksman de 5 ans, si vous pouviez revenir dans le temps? De peut-être être plus intéressé dans le sens où savoir plus saisir les opportunités, être moins fermé, être moins réservé, être moins droit dans ses valeurs. Parfois, il faut s'asseoir un petit peu dessus, et il y a quelques compromis à faire. Peut-être avoir un meilleur sens des compromis, ouais. D'accord, ah ouais. Ouais. Conseil intéressant. Oui, parce que moi, je suis foutu. Moi, je suis trop... j'aime pas faire de compromis, j'aime pas faire des trucs qui me plaisent pas. Et je pense que c'est un petit tort que j'ai parfois, ouais. Merci beaucoup, Donnell, d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci. Mais ce n'est pas totalement fini. Ah ouais, d'accord. J'ai un petit rituel. D'accord. À la fin de chaque entretien, je pose une série de questions rafales. Il faut répondre du tac au tac. En Il n'y une a phrase, aucun piège. c'est ça? Voilà, c'est Okay. ça. Ça dure 1 minute 30. Ok. Est-ce que vous êtes prêts? Allez. Let's go. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin? J'ouvre les yeux. Quel est le dernier livre que vous avez lu? La biographie de Scottie Pippen. Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer? Villiers-le-Bel. Si vous aviez 100 € et pas 1 euro de plus, dans quoi les investiriez-vous? Un cadeau. Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser? Le porno. Quelle est votre plus grosse addiction? Le porno. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie? Ah, c'est une belle question, ça. Ah, c'est une super question. Qu'est-ce que je crois que les autres pensent que c'est une folie que Michael Jackson n'est pas pédophile? Si vous pouviez inviter une personne à déjeuner, n'importe qui, sans limite, qui choisiriez-vous? Denzel Washington. Quelle est votre dernière folie financière? Une paire de Nike. Qu'est-ce qui vous met vraiment en colère? La bêtise des gens. Quelle est votre plus grande peur? La mort de ma mère. Qu'est-ce qui vous fait le plus rire? Moi. Quel est le livre que vous avez lu et qui vous a fait perdre votre temps? Le livre d'Éric Zemmour. Quel est le luxe dont vous ne pourriez absolument pas vous passer? Voyager. Qu'est-ce qui vous dérange le plus dans l'époque à laquelle on vit actuellement? Le manque de nuances. C'était quand la dernière fois que vous avez pris un risque? Dans ce podcast. Quel métier vous ne pourriez jamais exercer et pourquoi? Je pense croque-mort. Et pourquoi? Je n'ai pas le feeling avec les morts comme ça, c'est pas une ambiance que j'aime. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité? Généreux. Et selon vous, quel est votre plus grand défaut? Réservé. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir? Je regarde une série Netflix. Merci beaucoup, Donnell, d'avoir Merci répondu beaucoup. à toutes mes questions. Ça va, ça a été le passage question rafale? Ah, c'est cool, c'était pas mal, c'était une bonne question. Si on veut en savoir davantage sur vous, sur ce que vous faites, où peut-on vous retrouver? Sur scène. Évidemment, avec le spectacle Ensemble. Exactement, donc je sais pas quand c'est diffusé, donc je sais pas quand, sur quelle promo on est. On va mettre de toute façon le lien en Donc on peut description. me retrouver comme ça, sur scène, on peut me ouais. retrouver à la télé, et puis on peut me retrouver dans un peu de fiction qui va arriver. Sur les réseaux sociaux aussi, je crois, vous êtes sur les assez réseaux actif. sociaux, Hein. bien sûr, sur mon Instagram, Donnell Jacksman, et Facebook, et Twitter, et TikTok, et Snapchat. Donc si on veut vous contacter, on va directement sur les réseaux sociaux. Bien sûr, ouais. Je peux mettre toutes les infos en Carrément. description? Avec Ok, grand plaisir. ça marche. Merci beaucoup, Donnell Merci Jacksman. beaucoup. Je vous souhaite beaucoup de succès dans Merci. tous vos futurs projets. Merci, vous aussi.